Salut, bonjour. Bon, je voulais faire un petit peu point là. Alors, je suis allé à cet rendez-vous-là, que c'était un rendez-vous qui n'était pas au mois de janvier, c'était au mois de février. Mais bon, et ils ont accepté de me recevoir parce que c'était une situation urgente. Et ils m'ont fait comprendre que, ouais, ça va être difficile pour faire le propriétaire rembourser à tous ceux qui n'ont pas pu accepter leur engagement des travaux, etc. Parce que c'est plein de choses. Alors ça va être très difficile. Ils m'ont fait comprendre que c'est pas sûr et certain, mais ils vont faire tout le nécessaire pour moi. Au moins, même s'ils ne veulent pas rembourser, faire tout le moyen de me reloger, mais d'une façon plus sécurité, quoi. Beaucoup plus sécurité. Faire tout le moyen de me reloger, mais d'une façon de sécurité, plus beaucoup de sécurité. Parce que la maison n'avait pas de la sécurité. C'est pas histoire d'assurance. L'assurance, c'était mon tutelle, l'assurance tutelle, et puis bon, l'assurance propriétaire. Mais ce que ces gens ne faisaient rien, ils donnaient des appartements. On était logés avec l'eau, on était logés avec la pluie, on était logés avec des plafonds qui tombent, on était logés avec des chauffages qui prennent feu, on était logés avec tout ce qui est dangereux, quoi. On n'était pas logés avec des choses de sécurité, quoi. Et la plupart, même tous ceux qui habitent dans cet immeuble, est en danger aussi. Hein. Mais bon, voilà. C'était pour faire une remise au point, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis à la rendez-vous, alors ils m'ont confirmé que ça va être difficile. Mais moi, je trouve que c'est quand même malhonnête, je trouve ça un peu exagère. Comment, si on peut rien faire pour quelqu'un qui est mal logé, si on peut rien faire contre un propriétaire qui ouvre une boîte de carton dangereux, comment on peut rien faire contre un propriétaire qui vous donne un appartement et il met un coup de peinture et tout, et les appartements sont dangereux, quoi. Comment on peut rien faire contre un propriétaire? Il faut rembourser, quoi. Parce qu'on vous fait confiance, parce que nous, c'est nos confiances qui est important. Avec un propriétaire, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est un pacte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, comment on n'aura aucune chance de faire propriétaire nous rembourser, quoi. Alors si on est mort, voilà quoi, on est mort dans l'appartement, on crève dans l'appartement nous rote la vie, le plafond, tout, regarde comme au bagne là. Vous voulez me dire, tous ces gens qui sont morts dans l'appartement, ils n'ont pas fait le nécessaire pour condamner le propriétaire et le faire rembourser tout le monde de tous les mois, l'année qu'il est né, l'année qu'il a grandi, qu'il soit le faire rembourser, que voilà, le propriétaire doit travailler pour eux, quoi. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que tous ces trucs-là, la vie des gens sont en danger dans un appartement, c'est grave. Voilà, qui pousse les gens à aller vivre dans la rue, qui ne croient plus à les instances sociales, qui ne croient plus. Ils meurent dans la rue comme des animaux, ils meurent dans la rue. C'est triste. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un mort dans la rue. J'ai prévenu la police, j'ai prévenu les pompiers. Le mec était mort, le pauvre. Carrément dans son petit coin, un sac de couchage, tout. Et le mec, on l'a trouvé mort dans la rue. C'est triste de voir que les gens sont comme ça, quoi. Un propriétaire te loue des appartements qui te rotent la vie, et les gens n'y croient plus. Même j'ai tombé sur un monsieur, il m'a dit j'ai de l'argent, je suis riche, tout, mais je ne donne pas l'argent, je ne cherche pas un appartement, parce que si c'est pour avoir un appartement pour mettre ma vie en danger, je préfère laisser l'argent de côté, et puis je vis dans la rue.
Monsieur est handicapé, il a tout, il lui manque rien, mais voilà. Il a dit, je vis dans la rue parce que les appartements sont dangereux. Et c'est un appartement qui a tué sa mère, c'est un appartement qui a tué son père, c'est un appartement qui a tué son frère et sa sœur. Il a préféré vivre dans la rue et mourir dans la rue. J'ai dit, mais tu peux aller voir un assistant social. Les assistants sociaux, si je vais les voir, je vais leur demander, ils vont voir que je suis quelqu'un qui a le moyen, qui a tout le moyen. Je suis vieux, je suis un ancien militaire. Voilà, je suis un caporal, j'ai été sergent. Voilà. Mais c'est que je vis dans la rue parce que les appartements sont dangereux. Et moi, je ne peux pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Je suis un humain, je ne suis pas un animal. Et encore les animaux, il leur faut un appartement, il leur faut une cage, il leur faut un toit pour dormir. Alors pourquoi un humain doit vivre comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible. C'est grave. C'est pas possible. Alors je continue. Voilà. Ah, puis c'est pour vous dire que il y en a qui veulent m'envoyer de l'argent. Il y en a qui ont envie de m'envoyer de l'argent. Il y en a qui me disent si tu veux, bon, tu sais, tu n'as plus de papier, tu as ta carte d'identité, tu n'as plus de carte d'identité, tu n'as plus rien. Si tu as au moins un compte bancaire, moi, je t'envoie l'argent sur ton compte, je t'envoie des sous sur ton compte. Ça va peut-être t'aider pour manger, ça va peut-être t'aider pour tenir un peu. Et c'est vrai, à ce moment, je vous jure, je ne mange pas, je tourne à droite à gauche, je veux voir des associations par là. Ça y est, je suis en train de redevenir un SDF, c'est ça? SDF, EDF, un drôle de nom. SDF, EDF, SDF, IDF. Ah là 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 là. Nous sommes des objets, c'est grave. Bon, bref. Mais bon, comme je vous dis, voilà. Alors moi, la seule chose que tutelle a pu me faire avoir à ce moment, c'est une carte bancaire tutelle. Mais c'est une carte bancaire tutelle, c'est ça. Ceux qui veulent m'envoyer de l'argent, c'est ça, vous voyez, c'est ça. Après, je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que ça, c'est une carte. Quand vous allez taper le code de la carte bancaire pour m'envoyer des sous, vous allez tomber sur, c'est marqué tutelle, c'est la carte tutelle. C'est tout ce que j'ai, quoi. Et à ce moment, j'attends des sous, quoi. J'attends le moyen de manger, j'ai rien du tout, j'ai pas mangé depuis que toutes ces catastrophes m'est arrivées, quoi. Et puis toutes ces choses m'est arrivées, vous voyez, depuis toutes ces choses-là m'est arrivé, c'est tout ce que j'ai, hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout ce que j'ai. Ce qui veut m'aider, m'envoyer des sous, c'est tout ce que j'ai rien d'autre. Alors je ne sais pas. Bon, à toutes les amies, caisse d'épargne, c'est ça? Moi, je vais vous raconter, j'ai une histoire avec ce caisse d'épargne. Hein. Quand j'ai vécu à Lille. Là. J'ai vécu à Lille. Là. J'ai vécu dans un foyer parce qu'il y a certains pays, il y a des foyers qui existent qui s'appellent l'armée du salut, le foyer l'armée du salut. Salut toutes mes amies de Lillois. J'ai vécu au foyer, c'est là que j'avais passé ma formation de BAFA. Et là, j'ai commencé à travailler comme animateur de rue et animateur éducateur aussi. Et j'avais trouvé une formation là-bas et j'ai passé mon BAFA là-bas et c'est là-bas que j'ai eu mon BAFA. Je me rappelle toujours le monsieur qui m'a remis le BAFA, je me rappelle toujours de lui. Il avait des cheveux qui arrivaient jusqu'ici, il avait des barbes qui arrivaient jusque-là, tout ça, super gentil. Il me dit bonne chance et j'espère que tu vas faire tes choses bien avec les enfants, tu vas bien t'occuper des jeunes. Voici ton BAFA et je te guide à un endroit où tu vas aller travailler. Et c'est lui qui m'a fait travailler dans un centre aéré à Lille. Il m'a fait travailler dans un centre aéré. Vous allez me dire, ouais, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Ben, je vais vous dire une chose. Il faut méfier les gens qui ne savent pas lire
Les gens qui ne savent pas lire, ils ne savent pas lire parce qu'on n'a pas l'écriture dans nos cerveaux. C'est comme cette dame-là qui prétendait être ma propre mère, Ginette Le Breton, qui disait que quand j'étais devant la porte en train de le voir coucher avec son cousin, là, qui a 3 pieds, là. Il disait à son cousin, ouais, lui, il sait rien, il comprend rien, il sait même pas ce qu'on est en train de faire. Vas-y, ne le calcule pas, vas-y, reviens. Eh bien, s'il vous plaît, ne faites pas comme elle. Ne dis pas parce que je suis illettré, je ne vaux rien, je suis illettré, je ne comprends rien. Je suis illettré, je suis en raté, je suis en retardé, je ne suis pas intelligent. C'est un pourquoi ils m'ont mis carrément un raté, un illettré, en regardant mon fond vraiment, parce que quelqu'un m'a toujours dit ça. Quelqu'un qui a un fond comme ça, il est chargé d'intelligence. Je me rappelle toujours, quelqu'un me disait ça. Il avait 5 métiers, avocat, et il était architecte. Il était aussi cuisinier. Et il était aussi, je crois, défenseur. Il était au niveau des politiques, il a été même il faisait partie d'un élu d'être maire. Et il me faisait comprendre ça, il me faisait comprendre que toi, parce que je leur racontais tout le mal que cette famille me faisait, et je leur racontais pourquoi je suis illettré, tout ça. Il m'a dit, vous savez pourquoi votre famille vous a mis illettré? Vous savez pourquoi votre famille vous a empêché d'être quelqu'un qui sache lire et écrire? Parce que vous êtes quelqu'un intelligent et votre fond là est chargé d'intelligence. Ça veut dire que si vous savez lire et écrire et vous savez vraiment lire et écrire, vous pouvez vous charger avec plein de choses incroyables mais vraies qu'aucun humain a et que vous allez avoir une ouverture. Même vous voyez comme moi, je suis un élu maire, je ne suis pas maire, je suis un élu maire. Je suis intelligent, je suis comme toi. Mais bon, on m'a changé plusieurs fois de parents parce que c'était aussi quelqu'un qui était adopté. Et ils l'ont sauvé la vie. C'est pas sa famille qui l'a sauvé la vie, c'est l'adoptif, la famille adoptée qui l'ont sauvé la vie. Comme si j'étais resté dans cette famille adoptive, cette famille n'était pas venue m'enlever à cette famille adoptée, je pense que j'aurais des très grandes ouvertures. On me dit non, votre parent, il veut vous mettre illettré, vous mettre raté, tout, parce qu'il sait que vous êtes hyper intelligent. Si vous savez vraiment faire quelque chose, vous pouvez faire même sans savoir lire et écrire, parce que vous avez un fond chargé d'intelligence. Quand il me raconte ça, je dis, je pense que vous avez raison. Il dit, pourquoi je suis un élu de maire, pourquoi je suis avocat, pourquoi je suis quelqu'un qui fabrique des appartements, tout ça. Pourquoi je suis toutes ces choses-là? Parce que je suis chargé d'intelligence. Et je peux même aller plus loin si je veux que vous pouvez. Parce que vous êtes chargé, vous aurez beaucoup de rêves, beaucoup. Mais tous ces rêves-là, il va vous demander le maximum de savoir lire et écrire. Voilà. Tous les rêves. Vous allez voir des rêves, vous allez avoir tous les rêves. Mais le maximum ou le minimum qui va vous demander tous ces rêves que vous allez faire, tout l'avenir que vous pensez, il va vous demander ça. Et ça va vous ennuyer, ça va vous embêter pendant tout votre âge, votre vie. Toute votre vie, ça va vous embêter, ça va vous gâcher tous les rêves. Et quand il me disait ça, c'est ça qui m'arrive, quoi. Je suis passé jusqu'à être de la boxe, j'imagine. Moi qui étais non-violent, je me mettais à boxer, me battre. Tout ça, l'ouverture d'un gars que j'ai connu au Bois Soldat. J'ai passé mon temps à me battre avec lui parce qu'on se laissait se faire manipuler
qui dit, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Tout d'un coup, on se bagarrait, on se tapait dessus. Et il m'a mis toute la violence et tout d'un coup, je me suis mis à la boxe en Guadeloupe. Et après, je me suis lancé plus. Et après, quand j'ai vu cette histoire de l'UFC, MMA, Ultimate Fighting, je dis, je suis un boxeur, pourquoi je ne peux pas y aller là? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi ça va me faire peur? Je suis allé. Je suis allé. Quand je suis allé, vous pouvez taper Patrick Le Breton Fight, ou Le Breton Patrick Fight, ou Patrick Le Breton King of the Cage, Patrick Le Breton Pancras, Patrick Le Breton Valet Tudo, vous allez voir, je suis allé. Je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai fait des formations, des stages. Mon ami Baxton, mon ami Marco Ras, je suis toujours là. Mon ami les huiles anglaises, les huiles anglaises, j'arrive pas à prononcer le nom. Les huiles anglaises, salut à toutes les élèves, à toutes les pancras, salut à toutes les pancras, à toutes les jiu-jitsu brésiliens, à toutes les grapplings, salut à toutes les luttes libres, à toutes les luttes à librer, salut à toutes les kung-fu, la mangue verte de Lyon, salut. Voilà quoi. Et que c'est du spectacle, c'est de l'animation, mais c'est réel, c'est réel. J'ai encaissé, j'en ai pris, je sais qu'est-ce que c'est de prendre des coups dans la gueule. Parce que quand je me battais avec mon ami, mon frère, Mathias, mon frère, je l'aime beaucoup, il ne m'aime pas parce qu'il a mis dans sa tête que, comme si c'était moi qui lui tabassais tout le temps, qu'il n'a pas compris que c'est des gens, la méchanceté partout. On écoute, parce que l'amitié est dans nos cœurs, mais la jalousie gâche cette amitié que nous avons pour qu'on s'embrouille ensemble. C'est comme, c'est un frère, on est frère, et d'autres, c'est comme ce monsieur Bertrand Le Breton, oui, c'est... Il y a une seule personne qui a envoyé cette dame balader, qui a dit pourquoi il s'appelle Patrick Le Breton. Si c'est pas mon frère, pourquoi il s'appelle Patrick Le Breton? Et lui, il n'a jamais posé cette question-là, cette dame blonde-là. Il n'a jamais posé cette question, il a toujours donné raison à elle. Parce que bon, c'est quelqu'un, c'est le mal qu'il a besoin. En plus, c'est un faible, hein, c'est un nul. Hein, ma parole, c'est vraiment un nul à chier. C'est vraiment un nul, hein, complètement nul. Mais bon, je ne me voyais pas ça. Que le jour qui m'a frappé, parce que on l'a menti. Toutes les gens manipulent les gens. Toutes les gens embrouillent les gens. Et même la famille embrouille ton frère. La famille embrouille ta soeur. La famille embrouille tout le monde. Et tout le monde retourne contre toi. Mais pourquoi? Pour rien du tout. Des choses que tu n'as rien fait. La famille embrouille la famille. La famille embrouille les cousins. Les cousins embrouillent tout. Tout. C'est vraiment une famille d'embrouille, quoi. C'est la fabrication d'embrouille. Comme je vous dis, tout est fabriqué. Nous sommes des fabriqueurs. Nous sommes des robots. Voilà, on embrouille le robot et le robot il tout brouille. L'autre, ils exécutent ce qu'on lui dit, quoi. Et que tout est faux. Tout d'un coup, lui, il m'a sauté dessus, il m'a frappé, que j'avais rien fait. C'est un enfant qui était là en train de regarder sa propre mère en train de me faire du mal gratuitement. Il ne comprenait pas pourquoi qu'elle me faisait du mal, quoi. Et tout d'un coup, ça allait jusqu'à vers le lit, il m'a poussé pour me frapper, tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a un lit qui était collé au niveau de l'armoire. Et le lit qui était collé au niveau de l'armoire, il a mis un coup de genou. Parce qu'il m'a poussé, il m'a renversé de l'autre côté, il a mis un coup de genou sur le lit. Et sous l'armoire, il a un vase à fleurs, une vase. Le vase, bon, je vous le montre comme ça, mais il est beaucoup plus énorme. C'est une vase comme ça. Tu sais, c'est des belles vases. Moi, je l'ai revu, ce vase. Je l'ai revu, même aux États-Unis, je l'ai revu.
l'ai revu dans un magasin asiatique. Et je l'ai revu dans un restaurant asiatique. Quand j'ai vu ce vase-là, même un asiatique me dit, ouais, il est bel le vase. Pourquoi vous regardez le vase? Parce que ce vase-là, je me rappelle qu'il est tombé sur la tête de ma petite sœur. Et ma famille m'a tombé dessus, m'a agressé, ils m'ont frappé, comme si c'était moi qui avais fait ça, quoi. Il me dit, mais c'est pas ce vase-là. Je veux vous dire, je sais, je sais, c'est pas votre vase, mais c'est la même, le vase que vous avez. Il me dit, ah ouais, eh ben, vous savez combien ça coûte ce vase-là? Vas-y, dis-moi, si vraiment c'est ce vase qui est tombé sur la tête de ta sœur, que ta mère a pris le vase, il lui a fait tomber sur sa tête et il a dit que c'est vous, ce vase coûte très très cher. C'est impossible que ta mère fasse tomber ce vase sur la tête de ta sœur. Il était sous l'armoire, c'est même moi qui ai essayé de l'attraper le vase, mais j'ai pas réussi. Et j'essaie d'attraper ma soeur pour la faire sortir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée de l'autre côté, elle a pris le vase, boum, elle a réussi à attraper le vase. Au lieu d'enlever le vase, elle a attrapé le vase, et la petite est restée comme ça, elle n'a rien compris. Et moi, j'étais comme ça. Tout d'un coup, ce misérable est venu, il m'a sauté dessus, il m'a enchaîné, j'ai pas pu réussir à le retourner parce que avec toute la colère que j'avais, parce que j'avais toujours envie, parce que on avait toujours envie de se battre, mais on ne cherchait pas le moyen de se battre. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi j'avais envie de le frapper, parce que j'étais très attaché à une fille qui était nos voisins. Je l'aimais beaucoup, cette fille. Et comme par hasard, on a vu qu'elle était en train de baiser avec cette fille dans l'arbre, dans le jardin, dans un grand champ d'herbe. Et il n'y a pas que moi qui l'a vu. Je ne suis pas le seul qui l'a vu. Il y a moi qui l'a vu, il y a M. Saint-Louis qui l'a vu, il y a d'autres personnes qui l'ont vu. On a vu même quand il a fini, on était comme ça, j'étais planqué, caché. M. Saint-Louis a vu que je l'ai vu, il m'a dit, vas-y, va là-bas. Après, j'ai fait semblant d'aller là-bas, j'ai refait demi-tour, il était encore sur elle. Et j'avais la haine contre lui. Et j'avais vraiment envie de le tuer, mais il m'a sauté dessus en traite parce qu'il y avait Monsieur Claude qui était là, soi-disant, en croyant que c'est moi qui a fait du mal à ma petite sœur Katiana Le Breton, que c'est faux. Elle le sait. Et elle le sait en plus. Elle le sait. Parce qu'elle a vu que je voulais empêcher ça. Parce qu'elle me faisait du mal. Parce que c'est de l'argent. Et comme moi, j'ai pas d'argent, alors il m'embrouille. Il m'a dit, vas-y, va le chercher. J'ai dit, non, 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 non. C'est comme sa propre mère qui dépouille ma tante Georges et qu'il cherchait à savoir comment j'ai acheté ça, parce que j'avais créé un commerce, j'avais créé une entreprise d'espace vert. Et il voulait s'embrouiller avec moi pour savoir où j'ai pris de l'argent, qu'il a besoin de ci. Il me dit, tu ne manges pas, blablabla. Bla. Mais je m'en fous, mais moi je vais créer mon entreprise et vous n'allez pas m'empêcher. Et ça c'est parti comme ça, c'est à cause de ça. Et tout d'un coup, je me suis trouvé dans la rue, des gens ils m'ont aidé à droite, à gauche, M. Saint-Louis m'a dit, vas-y, il m'a donné son garage, il a même mis sa voiture dehors, comme ce Français qui m'a fait ça à Paris, il a mis sa voiture dehors, il m'a logé dans son garage, pareil. Et c'est comme ça, il m'a aidé un peu, il n'y a que eux qui étaient au courant de tout mon truc de commerce, mon entreprise. Depuis que j'ai entendu qu'on dit que les jeunes doivent créer des entreprises, les jeunes doivent se démerder de créer leur propre commerce. Et moi, comme j'étais illettré, j'ai dit, bon, ça ne va pas marcher pour moi. Mais tout d'un coup, j'ai rencontré une dame qui m'a fait travailler comme vendeur de lavage de voitures, des produits. Vous savez, des produits pour laver des voitures. Pour laver des voitures. Cette dame m'a aidé beaucoup. Et c'est elle qui m'a créé le dossier, l'entreprise, tout, c'est qui a l'idée à ça. Je vous jure, et puis même pour le stage de formation, c'est elle qui a tout fait. Mais le problème,
Au lieu d'aller voir cette dame et dire à la femme, oh, voilà, j'ai tous les dossiers et tout, voilà, tout est bon, on se met à travailler ensemble. Parce que c'était ça, l'idée c'était de travailler avec elle. C'était une grande dame, hein. Elle était un peu espagnole, mexicaine, brésilienne, mais elle était mélangée de tout ce qui est tahitienne, voilà. Mais super gentille, elle m'a fait travailler, elle voulait m'aider. Elle avait compris que ma vie était foutue et elle voulait me réveiller, me faire travailler comme commercial. Et c'est elle qui avait tout fait pour moi pour créer ma propre entreprise d'espace vert. Mais ce n'était pas vraiment d'espace vert que je devais faire. Je devais faire le même commerce qu'elle avait créé, que c'était des produits qu'on allait commander, des produits pour laver des voitures, c'est des produits pour le vendre. Il n'y a que les voitures, les gens qui conduisent les voitures qui peuvent acheter ces produits-là, ou bien le dépôt d'essence, par exemple. Les gens, tout ça, et ces produits-là, les gens te l'achètent. Et moi, j'étais quelqu'un qui vendait bien. Qui vendait ça bien, des fois ça arrivait jusqu'à 100 francs, 200 francs. C'est des bons produits, mais pour laver les voitures, pour laver les nœuds, pour laver les capots, tout ça. Et c'était ça, le projet d'entreprise, c'était pour agrandir son entreprise et travailler comme associé. Et que vous savez très bien à tous les commerçants, quand vous créez un commerce, la chambre de commerce, ils vous aide, ils vous donne un coup de pouce. Vous savez ça, vous connaissez ça. Ils vous donnent un coup de pouce, ils vous avancent de l'argent, ils vous donnent de l'argent et ils vous poussent à aller plus loin et ils vous ajoutent, même si vous voulez, ils peuvent vous prolonger les sous encore si vous voulez. Ça veut dire que si vraiment il vous manque tel appareil, il vous manque tel truc, il vous manque telle chose. Et moi, mon idée, c'était le jardinage, l'espace vert, et même pour le pépinière, par exemple, travailler dans les jardins, des plantations, créer des trucs comme ça. Mais après, depuis que j'avais créé ce projet, ma famille insultait les clients parce que comme j'avais pas de téléphone, j'avais rien, alors j'ai donné les numéros de téléphone de ma famille. Et ça, c'était l'oncle, M. Saint-Louis, qui m'avait donné l'autorisation de donner leur numéro de téléphone aux clients. C'est lui qui m'a... J'ai fait un papier, il est venu, il a pris le papier comme ça, il m'a dit, tu peux donner le numéro de téléphone, et moi, je peux, machin, prendre le numéro. Il m'a dit, j'en ai 2 fois, 3, 4 fois, il m'a emmené au travail. Parce que j'avais un client, il s'appelait Le Breton aussi, qui est venu à mon entreprise et qui m'a donné du travail pour tailler, faire une grand jardin, parce qu'il avait une belle maison, mais après, en bas, il voulait transformer un genre de piscine et un petit piscine, il voulait faire un jardin, mettre des fleurs. Il fallait couper tous les grands arbres. Il y avait des arbres énormes. Et j'étais vachement bien payé. J'en avais pour 2 mois, 3 mois de travail, quoi. Il me dit, mais tu travailles tout seul ou tu as des chefs d'entreprise qui peuvent venir en travailler avec toi? Parce que là, je vous paye tous ensemble. Et mon projet, c'était faire travailler ma famille, faire travailler ce trou du cul, Bertrand le Breton, faire travailler tous ces gens qui ne font rien, quoi, qui est dans la famille, qui ne font rien. Et leur dire, bon, voilà, on va travailler chez quelqu'un, il va nous donner 2 millions de patates, on va la partager ensemble. On va labourer un peu le parc là qui me donne à labourer. On va réussir à faire son truc, on se met au boulot. C'est une entreprise, j'ai créé une entreprise, maintenant, mon projet, c'était faire travailler la famille, quoi. Personne n'a pas compris mon plan. Voilà, et en plus, j'ai retourné voir cette dame et je lui ai dit tout ça. Il me dit, bon, je peux être responsable de tout ça, mais bon, vous savez que je voulais faire travailler la famille, c'est tout. Je voulais que ça sera une entreprise de famille. Ouais, c'est une
entreprise de famille. Je voulais que tous les cousins là qui fait rien, surtout Eric, qui passe son temps à faire de kung-fu tout seul dans les parcs, dans les jardins. Eric qui passe son temps. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Il m'a dit, ben, je m'entraîne. Mais tu t'entraînes avec qui? Ben, je m'entraîne tout seul. Alors, toutes ces choses-là m'a poussé cette idée de créer un commerce, de créer une entreprise. Au moins, il travaille, il fait quelque chose, il va se battre avec les jardins, il va se battre avec les herbes, il va se battre avec la terre. Au moins, il fait quelque chose de bien et puis tout le monde est bien payé. Ouais, c'est un travail entre 3 millions et 4 millions. Et ces familles n'ont rien compris. Ils ont pensé que me faire du mal et insulter le client. Et cette femme-là a décroché le jour qu'il m'a appelé parce qu'ils avaient encore d'autres travail à faire, parce que c'est des gens, c'est des grands bourgeois qui ont des contacts avec toutes les entreprises. Ils m'ont fait travailler à l'hôpital, parce que quand on peut travailler à l'hôpital, il y a des herbes partout, il y a des gazons, tout. Mais j'ai travaillé là, j'étais bien payé à l'hôpital, j'étais vachement bien payé, j'avais fait un beau boulot, ça m'a aidé aussi. Ils m'ont gâché mon entreprise, Monsieur Saint-Louis, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment envie d'arrêter, j'en peux plus. J'ai parlé avec Monsieur Saint-Louis tête à tête, on a parlé ensemble. Il a compris, même il a envoyé balader cette dame blonde, il a chassé chez elle, quoi. Il lui a chassé parce qu'il a insulté le monsieur. Et que ça fait au moins 3 ou 4 fois, ce monsieur, il m'emmène travailler chez ce monsieur le Breton. Et comme par hasard, il gâche tout. Une fois, il a essayé d'arranger les choses. Et il a dit du monsieur le Breton, c'est pas la peine de venir, quoi. Ben voilà, il me dit que cette dame va vous gâcher ta vie, tout. J'ai tout vendu. Et c'est lui qui m'a trouvé la personne qui m'a tout acheté. C'est lui qui m'a trouvé la personne qui m'a tout acheté. Alors, je ne sais pas si c'est son frère, si c'est son cousin, si c'est son fils, parce que je sais qu'il avait une fille qu'on a vécue ensemble. Je ne peux pas vous dire grand-chose, je peux juste vous dire cette petite s'est fait violer par ses demi-frères, quoi. Elle s'est fait violer, ça ne s'arrêtait pas. Je vous jure, ça ne s'arrêtait pas. C'était exactement quand je suis arrivé dans cette famille Satan, là, Ginette le Breton. C'était exactement quand ce monsieur il a dit il va s'occuper de moi pendant 15 jours. Ça ne s'arrêtait pas. Et que ce monsieur Bertrand, quand ils m'ont mis à l'école de garçons, ma tante m'a mis à l'école de garçons, il a voulu m'humilier en public, il a voulu m'humilier dans l'école, me faire dégoûter de l'école pour me faire arrêter d'aller dans l'école. Il a monté son équipe Satan, là, tous ses camarades de l'école, ils étaient au moins une cinquantaine. Ils m'ont abusé sexuellement en public, mes gars. Ils ont branlé sur moi, mis leurs couilles dans ma bouche, leurs poissons dans ma bouche. Ils ont pissé, ils ont fait des trucs sales sur moi. C'est ça une famille? Vous appelez ça une famille? Que j'avais une bonne famille, j'avais une vraie famille, une famille adoptive, mais je l'appelais maman, quoi, jusqu'à toi actuellement, parce que je ne connaissais pas cette personne, mais qui m'a adopté. C'était des vraies mamans, des vraies. C'est pour ça les familles adoptives, c'est des vraies mamans. Moi, il y a de tout. Ouais. Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo quand j'étais sur YouTube. Quelqu'un il m'a appelé, il m'a insulté, il m'a dit comment ça tu prends la défense des parents adoptifs. Et moi, j'ai été abusé par le père adoptif, j'ai été abusé par mon beau-père, j'ai été abusé. Moi, tu me parles de père adoptif. Ben écoute, je te jure, j'avais une famille adoptive, c'était des vrais. C'était des vrais. C'était pas des faux, c'était des vrais. Des vrais, des vrais, des vrais, des vrais, des vrais, chez des vrais. Et ces gens-là, ils méritent beaucoup plus de respect, ils méritent beaucoup plus d'aide, et ils méritent beaucoup plus. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ces gens, quand ils ont un enfant, ils pensent l'avenir de l'enfant, ils pensent aussi les rêves de l'enfant. Et pour moi, ces gens méritent beaucoup plus. Et c'était mon rêve, de réaliser mes rêves, venir en aide les parents adoptifs et venir en aide à tous ces enfants de la DAS. Et je pense toujours, j'ai pas réussi ce que je voulais.
quelqu'un qui arrive là maintenant, il me dit, bon, je vous donne tout mon bien, je vous donne des milliards et des millions, et qu'est-ce que vous pensez faire avec tout ça si je vous le donne? Je commencerai déjà à avoir un appartement pour moi, mais pas un petit appartement, un grand appartement. Parce que quand je vous dis un grand appartement, je penserai déjà récupérer tous ces innocents qui sont en prison de la DAS. C'est pour ça que je vous dis un grand appartement. Récupérer tous ces innocents, toutes ces victimes qui sont dans la prison de la DAS. Je commencerai par ça. Et deuxièmement, je ferai tout pour rencontrer les parents adoptifs. Je ferai tout pour les rencontrer. Et ces parents adoptifs, je veux savoir comment ils s'occupent du petit. Je veux savoir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque pour continuer à adopter le petit. Et s'il me dit que voilà, qu'il y a le vrai parent qui leur réclame ce petit, ou bien, je sais pas, comment, c'est comme moi. Il dit que voilà, sa vraie mère veut le réclamer, son vrai père veut le réclamer. Eh bien, je ferai tout pour que ses parents adoptifs aient une vraie avocat, une vraie juge pour protéger cette famille adoptive, pour qu'il a le droit de s'occuper de ce petit jusqu'à leur mort. Se créer un système qui permette de protéger cette famille adoptive. Le père, la mère, tout. Savoir est-ce qu'ils aiment bien ce petit. Qu'est-ce qu'ils ont comme l'avenir à donner à ce petit. Comment ils vont faire pour s'occuper de ses rêves. Tout. Si j'ai appris tout ça et je vois que le petit, même il dit que oui, il se sent mieux là, mais je ferai tout pour que ni le père ou la mère ne pas récupérer ce petit. Et que ce petit, il reste avec les parents adoptifs jusqu'à sa mort. Oui. Parce que si c'est pour jeter encore un enfant dans les griffes de ses parents du Satan, dans ses parents misérables, parce que c'est son biologique, c'est sa mère biologique, je ne sais pas comment vous dites, mais moi, ne rigolez pas de ma langue, hein, ne rigolez pas, c'est biologique, je ne sais pas comment vous dites. Eh bien, je ferai tout pour que cette mère et ce père ne récupèrent pas ce petit. Que si l'enfant se sent beaucoup mieux avec cette famille adoptive, et il sait que ses rêves vont se réaliser dans cette famille adoptive, eh bien, il restera. Et il restera. Et il restera. Parce que c'est la seule personne que l'avenir de l'enfant se réalise. C'est la seule personne que le rêve de cet enfant réalisera. C'est pas avec cette famille biologique, Satan, qui va récupérer cet enfant parce que ouais, c'est ma... Ben écoute, c'est ton fils, pourquoi il était à la DAS? Pourquoi il était chez la famille adoptive? Pourquoi? Mais non. C'est faire tous les moyens pour que la DAS ne les rend pas à ces familles Satan. Et que cet enfant, sa place est avec cette famille adoptive. Pas avec la famille Satan. Pas la famille biologique, même si c'est biologique ou bio, je ne sais pas quoi, ou biole. Non. Fais tout pour que cet enfant il reste dans cette famille adoptive jusqu'à sa mort. Oui, c'était ça mon rêve. Et c'est aussi mon souhait. C'est faire toutes les associations,
tous les commerçants, toutes les entreprises, de tout ce qui a été adopté, qui a été élevé par les familles adoptives, faire tout le moyen, protéger ces gens qui sont dans les familles adoptives, que toute la famille biologique, eh bien écoute, tu as allé baiser avec quelqu'un, tu as mis un enfant au monde pour lui faire du mal. On t'a enlevé à cet enfant pour le donner à la DAS. La DAS trouve une famille adoptive, c'est meilleur, c'est faire tout pour que cet enfant sera protégé par une famille adoptive. Tout. Parce qu'un enfant dans sa famille du mal n'est pas une bonne idée. Parce que vous gâchez l'avenir de cette petite. Vous détruisez ses rêves. Vous détruisez son avenir. Il ne connaît pas cette dame. Moi, je ne connais pas. Regarde, Ginette Le Breton. Où je connais ça? Je ne connais pas, moi, ces gens-là. D'où ils sortent, Ginette Le Breton, Robert Martin? Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Pourquoi on m'a enlevé à une famille adoptive pour me mettre dans une famille Satan? C'est pour ça que j'ai la haine contre la DAS. Mais je peux seulement dire une chose. C'était une bonne idée de me mettre dans une famille adoptive. Parce que mais un enfant à la DAS dans une cellule, pour moi, c'est une cellule de la prison. Hein. C'est une bonne idée de décider de mettre l'enfant dans une famille adoptive. Donc, moi, je suis pour ça. C'est pour cette raison, mon rêve était venir en aide la famille adoptive et donner tout le pouvoir, adopter un enfant et donner de l'avenir à l'enfant. Parce que cette famille adoptive, ils avaient tout fait pour moi. J'avais une copine, je pense à elle toujours. Je me rappelle de son visage, mais après, bon, je ne sais pas si elle se rappelle de moi. Mais je me rappelle quand elle pleurait. Je me rappelle quand elle pleurait. Elle pleurait beaucoup. Moi, je pleurais. Elle ne voulait pas me lâcher, m'attraper comme ça. Moi, je l'ai attrapée comme ça. Je pense même, sa chemise a dû... Elle avait un robe. Je crois qu'il avait une déchirure à droite. Parce que tellement on ne voulait pas se lâcher. Quoi. On ne voulait pas se lâcher. On pleurait tous les deux. Je me rappelle. D'un coup, sa robe est déchirée. Elle pleurait tout. Patrick. Il faut donner le pouvoir à la famille adoptive. Il faut vraiment donner le pouvoir à la famille adoptive. La preuve, regarde, j'ai fait tout ce que je peux. Je suis allé beaucoup plus loin. Jusqu'après, je ne sais pas si c'est cette famille qui a payé le propriétaire pour que tout malheur m'arrive, ou si c'est cette famille qui a payé l'immobilier pour que tout malheur m'arrive. Parce que tout ce qui est blanc a tout le pouvoir à faire du mal à leurs enfants noirs, quoi. C'est pour ça que je dis les enfants noirs sont en danger. Les enfants noirs sont tous en danger. S'il va être élevé avec une femme blonde, ils sont en danger. Ils sont vraiment en danger. J'étais adopté par une famille noire et j'étais bien adopté. J'étais bien élevé. Écoute, tous les enfants ont fait des bêtises. Hein. Des fois, de temps en temps, on était punis qu'on fait des bêtises, mais on n'était pas punis pour dire que c'était de la méchanceté. Des fois, la plupart, ce sont les enfants de la méchanceté. Mais voilà, c'était quelqu'un bien. Je pense à vous toujours et je vous aime encore. Et regarde, je me trouve dans un hôtel parce que ma maison a pris feu à cause d'un chauffage électrique. Un propriétaire qui refuse de me reloger, qui refuse de me rembourser en plus. Et je dois courir à droite à gauche me faire rembourser. Pour vous dire que cette famille Satan, là, je sais que vous êtes pour rien. J'aurais dit que vous aurez dû insister, mais
quand vous êtes dans un instant social, la DAS, qui est cette dame blonde entourée avec des blancs, parce que moi j'ai vu les gens qui ont pris la défense de cette prostituée, parce que c'est une famille prostituée. C'est une femme prostituée qui est ma mère. Ouais, je vous jure. C'est pas une femme qui travaille dans un bar, c'est pas une femme qui travaille comme serveur, comme cuisinière. Non, non, non. Je vous jure. Après j'ai commencé à grandir, j'ai trouvé l'endroit. J'ai vu l'endroit. L'endroit, c'est un endroit, c'est un petit bar. Tu montes un escalier et tu rentres. Moi, je suis entré là-dedans. C'est une femme qui m'a fait sortir là-dedans. J'ai regardé comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a attrapé comme ça. Elle me dit, ouais, c'est privé. Parce que j'étais encore un gamin. Je crois que j'avais quoi, 15 ans. Et après, quand je suis passé à l'école au François CPPN, c'est là, et on m'a montré cet endroit. Et je suis allé là. Et j'ai découvert cet endroit. Et même encore, cet endroit, il m'a suivi jusqu'en Guadeloupe. J'ai tombé sur quelqu'un qui est né dans cet endroit. Oui, un gars qui est né dans cet endroit, qui vit en Guadeloupe avec son père. Mais il est né dans cet endroit et c'est lui qui a mis le feu dedans. Oui, il a mis le feu dedans. Oui. Il a avoué, il me l'a dit, hein, il m'a montré la photo, tout. Hein. Et son père l'emmenait là-bas et de temps en temps, son père, parce qu'il était grand, son père l'emmenait là-bas, quoi. Mais c'était quelqu'un qui était silencieux comme moi. Comme j'étais quelqu'un qui était muet, j'ai commencé à parler à 18 ans. J'ai commencé à parler à 18 ans. À part juste Mathias qui m'a fait sortir dans mon silence, Mathias qui m'a fait sortir dans mon petit coin, j'étais tout le temps caché, tout le temps planqué. Tu as vu les tiroirs là, vous voyez je vous montre le placard de l'hôtel là. Vous voyez le placard de l'hôtel? Vous voyez le placard de l'hôtel là? Eh bien, j'étais comme ça dans ce genre de placard. Vous voyez le placard que vous voyez là? Eh bien, j'étais tout le temps enfermé dedans, enchaîné et menotté. Où vous avez vu un maman faire ça à ses enfants? Enchaîner le petit et le menotter dans ce placard comme ça. Où vous avez vu ça? C'est une malade mentale, c'est un maman Satan, c'est un maman misérable. Vous avez vu ça où? Vous allez me dire, oui, il y a des parents dérangés qui peuvent faire ça à leurs enfants. Mais bon, je ne crois pas que c'est un maman blanc qui. J'arrive pas à comprendre que maman blanc peut faire un truc pareil à son fils noir, quoi. Et je ne crois pas du tout que maman noire peut faire ça à ses enfants. Je ne crois pas du tout. Un maman noire fait des choses comme ça à ses enfants. Moi, on me l'a fait. On me l'a fait, on m'a enchaîné, on me mettait des menottes. J'ai encore les marques toujours. Hein. Je raconte pas de conneries. J'ai encore les marques. Hein. Celui-là, on le voit bien, celui-là. J'ai encore les marques toujours. Hein. C'est pas des marques garde à vue. Non, non, non. Ça, c'est les marques quand j'étais tout petit. Vous ne le voyez pas bien, mais ils sont encore là. Regarde. Ça, depuis tout petit. J'ai encore les marques toujours. Tous les marques là, vous voyez là, c'est ça. J'en ai partout. J'ai grandi avec ça depuis tout petit. On me mettait des chaînes, des menottes, mes pieds étaient menottés, mes mains, j'étais tout le temps menotté. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, comme la DAS, quand il vous rend vos enfants, je vous explique, quand il vous rend vos enfants, il ne vous lâche pas. Il va vous poursuivre pour savoir si vous occupez de l'enfant et qu'est-ce que vous faites avec l'enfant. Alors il disait que voilà, mon fils était chez ma mère, et que ce n'était pas vrai. Il me dit, bon écoute, je vais aller voir ta mère, je veux voir comment il s'occupe de ton fils, tout ça. Après, 3 jours, 4 jours après, bon, eh ben, c'est des complicités. Alors il dit, ouais, là, je l'ai envoyé chez sa tante, il est à la frégate, mais que ma tante,
Il sait que cette famille m'a récupéré, mais c'est pas vrai. Et tout d'un coup, quand ils essayent d'aller voir ma tante défunte tante Pauline, eh ben, ils le menacent pour qu'elle puisse aussi être complice pour mentir. Mais le problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà ce que vous allez faire. Si vous voulez que je mens pour vous, donnez-moi cette petite. Je veux la ramener avec moi. Et c'est vrai, c'est ça qu'ils ont fait. Tout d'un coup, je suis parti avec elle. Ces gens-là sont venus. Et c'est mon tonton défunt tonton Mial qui est allé le chercher parce que c'est un île. Il faut aller prendre le bateau pour les faire venir. Elle les a montré que je suis bien vivant, je suis bien occupé, tout ça. Pour qu'eux puissent continuer à le surveiller, voir que si je ne suis pas en danger, parce qu'ils touchent de l'argent de moi. Depuis mon enfance, cette famille touche de l'argent. Alors, eux, ils veulent savoir si vraiment ils veulent continuer à lui donner de l'argent de moi ou il doit arrêter. Alors, ils me baladent comme ça, comme la terre qui tourne. Vous comprenez? Alors qu'il fait, eux, ils ne savent pas que je suis attaché dans le placard, ils ne savent pas que je suis menotté dans le placard, ils ne savent pas que je suis dans le tiroir à chaussettes. Et comme ces gens, ils cherchent, ils veulent me voir. Alors on lui dit ça, cette famille, c'est comme ça. C'était une façon pour de l'argent. Après, quand ils ont commencé une demande handicapée en disant que j'étais handicapé parce que je suis illettré, tout ça, ils veulent toujours que je reste illettré. Alors, des fois, pour la demande handicapée, ils me cherchaient aussi pareil. Et c'était tout le temps comme ça. À droite, à gauche, j'étais planqué, j'étais caché. C'est une famille Satan. Ouais, je vous jure. Ils auraient dû tout faire pour que je reste avec cette famille adoptive. Ils sont venus quand j'étais à la famille adoptive, ils ont vu que j'étais bien protégé. J'avais tout le monde autour de moi. Ils sont venus me dire, alors Patrick Patrick, vous entendez, vous êtes bien? Bien, j'étais en train de jouer avec mes frères, quoi, parce que je ne savais pas que j'étais adopté, quoi. Je vous jure, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Après, il me dit, tu vas voir ta mère biologie. Je dis, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette histoire? Après, quand il me dit ça, je vois une dame blonde, elle fait presque 3 mètres. Presque 3 mètres, elle a des chaussures talons rouges, j'entends du bruit sans arrêt, tout. Je commence à pleurer, je regarde, je vois les deux personnes adoptives qui m'ont adopté en train de pleurer, le père avec sa femme comme ça, maman qui est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à pleurer comme tout un enfant qui voit sa mère qui pleure, son père qui pleure, il pleure aussi. Et, mais c'est qui ces gens? Je ne les connais pas, moi, ces gens, ils ne sont pas ma mère. Et après, les hypocrites arrivent, les deux là. J'ai rien contre Ghislaine parce que la seule chose qui m'a fait aimer Ghislaine, parce que avant je le détestais, bon, j'avais rien contre elle non plus. Mais ce misérable, ce Satan qui vient dans mes bois, il commence à me serrer, je suis ton frère, oui, je suis ton frère, devant, parce que normalement, quand tu es dans le bureau de la DAS, la bureau assistance sociale, tu dois jouer l'hypocrite pour qu'il voit que tu aimes ton frère, que voilà. C'est de la manipulation, c'est une façon pour jouer l'esprit, la DAS, pour jouer l'esprit des instances sociales, pour jouer l'esprit de comprendre. Alors quand il voit deux frères qui se serrent, qui se fait de la bise, tout, qui ne s'est jamais vu, qui ne se connaît même pas, parce que je ne le connaissais pas, ces gens. Je sais même pas. Et en plus, ils passent leur temps à me foutre la honte en public. Ouais, non, c'est pas mon frère. Non, c'est pas mon frère, c'est le fils d'un ami de ma mère, une copine de ma mère. Oui, je vous jure, c'était comme ça tout le temps, 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 c'était comme ça. Tout le temps. Le jour, il a rencontré sa maîtresse d'école, là, sa professeure d'école, une belle femme avec sa fille. Je me rappelle tout
toujours, je l'ai en tête. Alors si sa fille tombe sur ce vidéo, j'ai pas oublié ta mère. Je me rappelle de ta mère. Quand il parlait avec cette blonde-là, Ginette Le Breton, en disant « Ah, tu as un bel fils, hein. Tu vois, occupe-la bien parce que c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va s'occuper de toi. » Tu vois, il commence à dire après, c'est toi qui vas t'occuper de maman, tout ça. Après, qu'est-ce qu'elle lui dit quand il lui dit que c'est toi qui vas t'occuper de maman? Il lui dit non, c'est pas mon fils. Il dit ça à elle. Non, c'est pas mon fils. Il est pas mon fils. Hein. Et ma tante est là, Georges, elle était vraiment vexée, elle était choquée. Elle était vraiment choquée, ma tante. Et on était ensemble, il y avait Georges, tout. Et moi, je suis comme ça, je baisse ma tête et je dis, mais s'il s'appelle Patrick, mais non, c'est Gilbert, mais c'est le fils d'une copine, mais c'est pas mon fils. C'est pas mon fils du tout. Il dit ça à son maîtresse d'école, sa professeure qui la rencontre, et qui dit bonjour, je me rappelle, c'était une blonde avec des cheveux bouclettes, bien taillés, avec sa fille qui était grosse, bien, pas grosse, mais elle était normale. Elle était très gentille, qui m'a même fait la bise et tout. Elle était gentille, cette dame. Elle dit voici ton avenir. Il a dit à elle, cette petite est ton avenir. C'est lui qui va te rendre riche. Elle lui dit ça. Elle lui dit ça à elle. Il lui dit cette petite-là, c'est lui qui va te rendre riche. Cette petite a des pouvoirs qui va vraiment te protéger, qui va te rendre riche. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pas mon fils. Je t'ai trompé, c'est pas mon fils. Elle dit lui, c'est mon fils. Non, c'est le fils d'un ami. On est sorti balader, faire des courses et je l'emmène avec moi, mais c'est pas mon fils. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié comment elle était habillée. J'ai pas oublié quels chaussures qu'elle portait. Même sa fille aussi, j'ai pas oublié son petit truc blanc, j'ai pas oublié son pantalon, tout, j'ai pas oublié. Même ses chaussures, j'ai pas oublié. J'ai rien oublié. C'est pas que j'aurais pas envie d'oublier, j'aurais tellement envie d'oublier, mais j'ai pas oublié. C'est pour te dire que passer son temps à tabasser ma tante, ça aussi j'ai pas oublié. J'ai pas oublié comment il lui a menacé en disant que si tu parles à ma mère, à notre mère, je te tue. Il a cassé le nez, il a fait un tout, le tout comme ça faisait toute la taille des yeux, on voyait ses os, tout, on voyait les os comme ça, je me rappelle tout, de 1 jusqu'à Z. Je vais vous montrer un peu comment les os étaient. Et voilà, c'était comme ça, avec le truc comme ça, cassé tout, comme ça. Ouais. On fait tout pour la refaire comme ça, les pompiers sont venus, après elle dit quoi, elle est tombée, elle dit non, elle est tombée là, glissé tout, il a fait tous les moyens, tout, il a saigné tout. À coup d'une balle de baseball américain, avec le drapeau américain, tout. Ben vous voyez, aluminium, voilà, aluminium, avec le drapeau américain, tout. Ouais, elle a menti disant qu'elle avait sinusite, il avait être pas maladie, tout. Il a mis ça dans leur tête pour que ça reste dans leur tête, à savoir que voilà. Eh ben non, tout est faux. C'est cette garce-là qui l'a tué, qui lui a mis cette maladie, qui lui a mis cette chose-là, et qui lui a cassé le nez carrément. Et parce que là, on a essayé de lui mettre un carottio, tout, on l'avait vu, même elle me le montrait. Elle me dit, Patrick, touche-la, touche-la. Je regarde, je lui dis, mais c'est quoi? Tes œufs l'ont réparé? Elle dit, non, c'est une carottio. Ça ne peut plus la réparer avec les os. Ils ont mis carrément un truc caoutchouc d'ici, quoi. Et après, tout d'un coup, ça a eu le. Mais il n'avait pas de sinusite. On lui a cassé tout. Cette garce lui a cassé tout au niveau de la gorge, au niveau d'ici.
et au niveau du dos, au niveau toutes les côtes, tout. Pourquoi? Parce qu'un monsieur est venu taper à la porte en disant que ouais, je veux voir mon fils et qu'elle, elle ne peut pas la laisser entrer parce que c'est normal, elle ne peut pas laisser entrer quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que si elle le connaissait, il aurait laissé entrer, mais bon, le monsieur voulait voir son fils. J'ai entendu ça, j'ai entendu, je veux voir mon fils. Elle a dit, est-ce que vous pouvez revenir quand elle sera là? Et le monsieur, il a dit, ok, d'accord. Il n'est pas entré, le monsieur est fait demi-tour. Après, quand elle est débarquée, elle a commencé à dire, ouais, c'est un monsieur misérable, il va passer par la fenêtre, il va monter sur le balcon, tout, faites attention, il m'a commencé à protéger. Et après, il a fini de tabasser ma tante, bien lui ôter la vie, tout, lui faire perdre son fils qui était dans son ventre, tout. Ouais, elle était enceinte en plus. Il l'a écrasé avec une chaussure aluminium, talon haut comme ça. Tu sais, les chaussures étaient à peu près comme ça. Voilà, vitre. Les chaussures étaient comme ça. Mais les talons, ils étaient de cette taille-là. Une dame, elle fait presque 3 mètres. Elle mettait un talon haut comme ça. Et c'était lourd, parce que moi, je l'ai touché déjà. C'était lourd, ces chaussures. Mais il a frappé, il était dans ses pieds. Il était dans ses pieds, il est écrasé. Je vais vous montrer comment il faisait. Regardez. Vous voyez mes pieds comme ça. Il écrasait le ventre comme ça. Il écrasait son ventre comme ça. Hein? Il écrasait son ventre comme ça. Hein? Par terre, comme ça. Regarde. Il le écrasait comme ça, par terre. Écrasé. Et qu'elle est enceinte. Elle avait un garçon. Le petit est mort. Elle n'a pas dit que c'est sa sœur qui lui a fait ça, son demi-sœur, parce qu'ils ne sont pas du même père. Parce que j'avais déjà vu son père. Le père, une fois, j'ai vu, il débarquait quand il a perdu son fils. Parce que, voilà, elle a passé son temps à ne pas dire la vérité. Parce que c'est une girafe, tu comprends? Hein? Et tout le monde a peur d'elle, quoi. Ils ont peur de cette girafe. Eh bien, tu vois, le girafe, combien de fois vous avez passé partout où j'étais? Il me paraît que vous êtes venu à Lyon, il me paraît que vous êtes venu à Sète, il me paraît même que vous êtes débarqué à Marseille, il me paraît. Et j'étais pas là. Mais je vous jure, moi, mon rêve, c'était de découvrir la vérité sur la prison. Mon rêve, c'était de savoir comment ça fonctionne la prison. J'ai même fait partie d'une association à Lyon pour aller visiter les prisonniers en prison. Et mon truc, c'est pas histoire de tuer pour entrer en prison. C'était une histoire, je voulais découvrir la prison. Mais comme par hasard, j'ai tombé sur un mec qui m'a fait entrer en prison à Fleury-Mérogis au D4. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de l'embrasser sur la bouche. Et je me suis trouvé à Fleury-Mérogis au D4. C'est moi qui ai appelé la police pour essayer de me protéger contre ces gens-là, pour dire que voilà, ça. Parce que je me suis battu avec 2 personnes. Tu vois les protections? Un noir qui se bat contre 2 blancs qui l'agressent à coups de barre de fer et tout. J'avais... Eh ben, tu vois, vous voyez ça. Ça, c'est des trucs. Avec ça, les gens, ils font les journaux. Les journaux. Vous voyez, c'est avec ça qu'on fait aussi les couvertures des yaourts. Mais les gens, ils ont tellement des esprits, des génies. Ils arrivent même à faire des couteaux avec ça. Des belles couteaux, des couteaux. Vous avez vu, les Arabes, les pétroliers, ils ont toujours un couteau sur leur corps. Mais des fois, c'est des vrais, mais des fois, c'est des faux. C'est des fantaisies, c'est des trucs fabriqués comme ça. C'est des choses fabriquées comme ça. Hein. Et puis, normalement, ils portent ça sur eux toujours.
mais des fois, c'est pas dangereux. Des fois, c'est une protection, ou des fois, c'est normal, parce que leur pays, c'est couteau, ils s'appellent leur pays. Alors, ils ont toujours, eh ben, c'est quelque chose comme ça que j'ai utilisé pour me défendre. C'est quelque chose comme ça que j'ai utilisé pour me défendre contre deux personnes qui jouaient la boxe parce ils ont appris que j'étais boxeur. Ils ont appris ça, même par qui? Il n'y a qu'une seule personne qui savait que j'étais boxeur. C'était le mec qui m'obligeait de l'embrasser sur la bouche, qui était au courant que j'étais boxeur, qui a vu ça et qui a découvert que j'étais boxeur et qui est venu me voir, qui m'a posé la question et je lui ai dit oui. Et qui a envoyé ces personnes m'agresser. Voilà, avec ça, je me suis défendu en pliant bien. Alors je vous explique, ça, c'était un truc de fantaisie, fabriqué comme ça, avec ça, que j'ai trouvé dans une caravane de forêt, parce que je travaillais pour les forêts, à Palavas-Réflot. Je travaillais pour les forêts à Palavas-Réflot. Quand j'habitais à Lyon, je descendais à Palavas-Réflot et j'ai trouvé des forains qui m'ont accueilli. Tagada. Pourquoi Tagada? Parce que c'est des forains qui ont une manège qui fait comme ça. Merci, hein, parce qu'ils m'ont ils m'ont fait monter là-dedans, ils ont réglé mon compte avec. Mais je travaillais pour eux. Salut Michel, si tu tombes sur ce vidéo, c'est ton ami Patrick. Et il me donnait une caravane. Je nettoyais la caravane et là où il mettait la vaisselle, comme vous voyez là, ici en haut, là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez en haut là, vous voyez en haut là, eh ben, il y avait des trucs comme ça dans la caravane. En nettoyant, j'ai tombé sur ce fameux truc, fantaisie, très joli, très belle. C'est des poignards arabes, c'est des poignards des pétroliers, tout ça, les pétroliers. Tu vois, ils ont toujours ça sur eux. Toujours. Moi, j'en ai vu même un, pas longtemps, j'en ai vu un qui avait ça sur eux. Eh bien, c'était ça, c'est un truc fantaisie. Ça tue pas quelqu'un. C'est juste, je l'ai modifié, je l'ai manipulé, j'ai pris du scotch, j'ai pris, tu sais, les trucs qu'on colle sur la peau des gens quand tu as un blessure, tu as une ouverture. Ben, je l'ai fabriqué, je l'ai modifié. Et j'ai entré à Paris avec ça, parce que c'était trop beau et c'était trop génial. Et puis, il y avait un foyer qui m'ont accueilli, un foyer qui m'ont vraiment accueilli. Hein. Je me suis embrouillé avec quelqu'un, tout ça. On est devenus comme des frères tous les deux. Et j'ai vu cette histoire de droit au logement, le droit devant, toutes ces choses-là, manifestation des fins l'abbé Pierre était vivant. Ben, c'était ce jour-là, j'ai débarqué dans ça. Je fais partie de la manifestation, j'ai participé et tout. Des scandales. Moi, après, j'ai vu qu'un flic qui se battait avec quelqu'un, je me suis mis loin. C'est bon mec qui mouillait, ça partait à droite, à gauche, tout. Et que voilà, et qu'ils ont défendu pour avoir cette squat, la rue du Dragon, là, dans le 7e arrondissement à Paris, les bourgeois, des riches, des milliardaires, et tout. Là où il y a tous les artistes, tout. Voilà, et je suis allé là, quoi, pour participer à ça, pour faire partie, parce que voilà, quand j'ai entendu le mot de doigt, j'ai dit, bon, écoute, il y a les doigts des chiens, il y a les doigts des animaux, il y a les doigts de l'homme, il y a le doigt de la femme, il y a le doigt de ci, il y a le doigt de ça. Alors, je vais voir cette histoire de doigt au logement. Et je tombe sur un jour de réunion qu'il y avait de la queue. Ben, quand je dis de la queue, j'ai fait toute la queue. J'ai fait toute la queue. Jusqu'après que j'arrive à tout. J'ai passé par Madame Denise.
je ne l'ai pas oublié, cette dame qui a été vice-présidente, Madame Denise. J'espère qu'elle est vivante. J'espère qu'elle n'est pas morte. J'espère. Madame Denise, c'était une bonne dame, très gentille, très bien. Et puis, elle était pour quelque chose vrai pour les humains, quoi. Elle défendait d'un droit qui était vraiment. Et en plus, c'était elle qui a eu cette idée des droits au logement. C'était elle, hein, parce qu'elle a travaillé. Moi, ce qu'on m'a fait comprendre, c'était une dame qui travaillait à la mairie de Paris, qui s'est fait éjecter. Tout d'un coup, elle a créé cette chose avec un monsieur qui a des cheveux bouclettes qui arrivent jusqu'ici, barbu, que son frère qui était un artiste qui est mort, qui était un brave chanteur, un chanteur super sympa, que j'ai appris qu'ils étaient des frères. Et après, quand il m'a donné le ticket pour aller passer à ce monsieur, il m'a dit, c'est lui le président, vous allez lui donner le papier comme quoi vous êtes inscrit pour le droit au logement. Je vais aller lui donner le papier. Je vais lui serrer la main pour lui dire bonjour. Il ne me prend pas la main. Il m'attrape comme ça, par le col, comme ça. Et il me tire vers sa bouche. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. De tout le monde, il y avait des gens. Je fais comme ça, je fais ça. Et tout d'un coup, il dit, ben, tu auras un logement, je vais te donner un logement. Il a pris le papier que Madame Denise m'a donné, il a pris comme ça, il l'a mis dans la poubelle. Il m'a dit, non, c'est pour te donner un logement, tu seras nourri, logé, blanchi, et tu vas même travailler. Tout d'un coup, je rigolais. Alors, j'ai dit, je veux aller où? Il me dit, pour le moment, tu vas rester là et tu vas revenir, tu seras nourri, logé, blanchi, et tu vas même travailler. Ben, son truc, c'était me créer des problèmes, envoyer des gens me faire du mal dans un endroit, parce qu'il me mettait dans un endroit où vraiment, qu'il n'y avait pas grand monde, qu'il y a des gens qui me fassent du mal pour que moi je me défends, pour me créer des problèmes. Moi, la plupart, il y en avait le même personne, parce qu'après, il y avait des journalistes qui venaient faire des interviews, qui voulaient faire des photos de l'endroit pour voir comment, si les gens sont bien protégés là, si les gens, machin, pour aider l'association. Et il y avait ce voyou là, qui a voulu le violer, un journaliste, une femme journaliste. Il a voulu le violer. Oui, oui, oui. Et je vous jure, si j'étais pas là, il l'aurait fait. Alors, Mme Denise lui dit, bon, Patrick, tu peux accompagner le journaliste, tu lui fais voir les locaux, tout ça. Et comme déjà avec lui, ça ne collait pas, entre lui et moi, ça ne collait pas. Alors pour lui, il a voulu se lâcher en vrai. Elle dit, ouais, si tu... Même quand il a commencé, il me regardait, il est venu vers moi comme ça, il me dit, si tu ouvres ta gueule, je te tue. Déjà, premièrement, il m'avait déjà menacé comme ça. Qui fait quand après j'ai vu qu'il a essayé de toucher le fest du journaliste, alors je lui ai dit, écoute, si tu cherches une copine, il y a des copines dans la rue, il y a des femmes dans la rue, tu peux aller voir draguer des femmes dans la rue, tu vas aller faire ce que tu veux avec les femmes qui cherchent un mec, qui sont SDF, qui sont dans la rue, mais tu laisses les gens travailler. Ça l'a pas plu. Ça l'a pas plu du tout. Tout d'un coup, il a enlevé sa main, et le journaliste m'a regardé, et après je l'ai accompagné, le journaliste à la sortie, il m'a dit merci. Bel journaliste. Ben écoute, les gens font leur travail, on les respecte. En plus, c'est des journalistes, ils sont là pour aider les gens qui sont en galère, qui sont dans la rue, que vous êtes une association de relogement. Ils sont là pour vous faire connaître, voir que vous faites quelque chose de bien, vous ne faites pas quelque chose de malhonnête. Qu'est-ce que tu vas aller agresser une femme journaliste pour essayer de toucher ses fesses, pour essayer de le violer tout. S'il était parti tout seul avec elle, il l'aurait fait. Eh oui. Il est venu me voir, me dire, ouais, si tu ouvres ta gueule, je te tue. Ça veut dire qu'il a voulu faire ça. Et l'histoire est partie qu'en vérité, le mec l'a dit, bon, ben voilà, comme voilà, maintenant vous connaissez, voilà, les choses ne vont pas entre vous.
Mais voilà, lui, c'est un malade mental, ce monsieur président de l'association de logement. Hein. Parce que moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. Même un enfant, il m'a avoué la vérité. Il m'a avoué, il a menacé, il a dit, ouais, si tu dis ça à ta mère, tu dis ça à ta famille, tu dis ça à quelqu'un d'ici, eh ben, je vais vous vire tous dans le foyer, je vous vire quoi. Vous allez vous retrouver dans la rue. Quoi. Alors que le petit ne peut pas rien dire. Quand il dit quelque chose, il me dit, tu me fais une promesse, tu ne dis rien s'il te plaît, pour que je ne me trouve pas dans la rue avec ma mère et mon père. Je ne me trouve pas dans la rue. Je dis, t'inquiète pas, je dirai rien. J'ai des choses beaucoup plus pires que toi, que j'ai jamais rien dit. Alors je dis, t'inquiète pas, petit, t'inquiète pas. Eh bien, tu vois, il doit être déjà grand. Il a ce cauchemar en lui, ce qui le suit, qui se rappelle. Mais voilà quoi. Il ne sait pas quoi faire, il est petit, même là qu'il est grand, il ne peut rien faire. Quoi. Parce que qui va le croire? Parce qu'il est noir. C'est comme moi, tout ce qui m'est arrivé en Martinique, qui va me croire? Parce que je suis noir. Parce que c'est une blonde qui est ma mère. Ben, c'est pareil. Moi, quand j'ai été jugé comme tentative, oui, ils ont mis tentative de meurtre, un truc comme ça, tentative de meurtre, un truc comme ça. Ils ont mis comme tentative de meurtre, je vous jure. Regarde, un truc comme ça. Moi, quand j'ai vu le couteau, le fameux truc que je vous rends, je l'ai ouvert. Hein. C'est un truc de journal. Parce que moi, je vais vous expliquer, j'avais trouvé un job, quelqu'un que j'ai croisé, il ne s'appelle pas Le Breton, il s'appelle Breton. Parce qu'il y a le Breton, pardon, il y a le Breton collé, le LE avec le B collé. C'est pour ça, chaque fois quand je dis le Breton, je vois le LE, il ne colle pas. Alors je le colle parce que tout est collé. Mais il y a Breton, c'est pas collé. Et cette personne m'a fait travailler dans un truc de journal pour fabriquer les journaux. Et pour fabriquer les journaux, ce truc qui tourne, ça fait tu vois, les journaux, ça tourne comme ça. Eh bien, il y a des gens, ils récupèrent les trucs parce que quand ce sont des choses qui sont déjà passées, il y a des lampes qu'il faut débarrasser, il faut changer tout le temps. C'était moi qui faisais le démontage des trucs pour changer cette truc aluminium, pour mettre de nouveaux aluminium propres pour faire les journaux, pour refaire les pages de journal. Oui, j'ai travaillé dans ça, oui, c'est cette personne qui m'a fait travailler là-dedans. Et que après j'ai vu, il y a des gens, ils venaient le récupérer, cette chose, qu'on jetait, pour fabriquer des trucs. Des fois, ils fabriquaient des bonhommes, des fois, ils fabriquaient des mannequins, des fois, ils fabriquaient des statues, aluminium avec ça. Ils fabriquaient même ce fameux couteau que je vous parle avec ça aussi, que j'ai trouvé dans la toile de tente, qui a voyagé partout avec moi, à Lyon, jusqu'à Paris. Regardez. Alors, pour vous dire que ils sont venus le jour du tribunal avec un couteau. Il a montré le couteau, j'ai vu le couteau. Un avocat d'office qui était avec moi, que le juge l'a insulté, l'a critiqué, il dit ouais, c'est pas parce que tu es un arabe, tu vas prendre la défense d'un noir. Un juge qui dit ça, ma part, écoute, les gens ont fait du bien à ce noir, ce noir l'a manqué de respect, tu vas pas prendre la défense parce que tu es un arabe pour dire que ouais, tu as pied noir, il lui a manqué de respect, il lui a insulté, il lui a dit bon écoute, tu es un stagiaire, tu fermes ta gueule. Et tu nous laisses le juge les professionnels parler. Ce bonhomme noir va être condamné. Un couteau qui n'est pas la mienne, parce que je n'ai jamais eu. J'avais juste cette chose. C'est un fantaisie, c'est un truc qui est vachement beau. Je me baladais et c'est avec ça que j'ai pu me défendre. Contre 2 voyous qu'on a envoyé m'agresser. Parce que j'ai refusé d'embrasser quelqu'un sur la bouche.
et que le mec l'a dit, tu seras nourri, logé, blanchi, tu vas même travailler. Et c'était où cet appartement? Fleury-Mérogis au D4. C'était ça son idée. Parce qu'il va m'approuver qu'il va me faire entrer en prison, me condamner en prison, nourri, logé, blanchi. Parce que comme ils ont vu que j'étais un boxeur, que je ne veux jamais me laisser faire, c'était toujours le moyen, manipuler un juge, manipuler tout. Et comme à l'époque, mes condamnations, les juges étaient racistes. Ils étaient vraiment racistes. Alors, quand ils entendent le mot droit au logement, ils disent ouais, c'est un truc comme retombe du cœur. Alors écoute, mais la vérité, c'était juste que j'ai refusé d'embrasser quelqu'un sur la bouche. Un homme, une femme, jamais une femme, tu fais la bise ici à une femme. Il ne te connaît pas, même Madame Denise. Elle m'a serré la main, elle ne m'a pas attrapé, elle lui dit fais-moi la bise. Elle m'a serré la main, cette dame. Cette dame m'a serré la main. Elle ne m'a pas attrapé, elle me dit lui faire la bise. Pourquoi ce mec m'attrape dans l'école, me tirer pour lui faire la bise sur la bouche? Et que j'ai refusé de le faire, me faire entrer à Fleury-Mérogis au D4 parce que j'ai pas accepté. Et là, actuellement, je suis à Marseille, j'ai trouvé Marseille, parce que j'avais fait un truc comme quoi je voulais faire le Tour de France. En 97, j'ai fait le Tour de France. Et je suis tombé sur Marseille, la Coupe du Monde, quand ils ont gagné et tout. Et je me suis installé là. Je suis tombé sur ce propriétaire qui m'a donné son local, là, qui était chez moi, qui était ma salle de la boxe aussi. C'était mon lieu de plaisir, quoi, de mon plaisir de boxer, d'enseigner. Mais bon, j'ai rencontré des cauchemars, hein, j'ai rencontré de tout. J'ai rencontré des gens un peu dérangés, de tout, qui n'avaient pas compris mon idée, qui n'avaient pas compris le message que je voulais les transmettre. Il y en a qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas. Parce que quand on est noir, un noir qui a des idées comme ça pour aider des jeunes, pour venir en aide des jeunes, pour faire des jeunes sortir dans la merde, pour les enseigner de la boxe, tout, ben on va lui envoyer que de la merde. Ouais, ils m'ont envoyé que de la merde, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. J'ai dit, ça me laisse pas tranquille, quoi. Ça me suit comme un suceur de sang, quoi. Vraiment, comme un putain de suceur de sang. Moi, j'aime les humains. Mais les humains n'aiment pas les humains de couleur. Alors, un humain qui me dit qu'il aime les humains de couleur, c'est faux. C'est l'hypocrite. C'est vraiment l'hypocrite. Hypocrite, 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 hypocrite. Ouais, vraiment hypocrite. Regarde, je me trouve dans un hôtel. Ma maison a pris feu. Combien de fois on a demandé d'être aidé, d'être protégé? Des propriétaires qui vous donnent des boîtes de carton qui prennent feu. Des boîtes de carton que la pluie les logeait. Des boîtes de carton de tout, quoi. J'ai pas fini de voir mes cauchemars, quoi. Mes cauchemars me suivent toujours. Et les Blancs nous prouvent que nous sommes dans nos cauchemars, quoi. On n'est pas au paradis. Alors, c'est lui qui quitte la Martinique, qui quitte la Guadeloupe, qui quitte la Guyane, qui quitte l'Afrique, qui quitte tel pays pour dire la France est un paradis. Je vous dis non, c'est l'enfer. Bah, si vous êtes riche, vous aurez peut-être leur gentillesse hypocrite. Vous serez juste leur intérêt. Vous serez aussi un objet pour eux. Mais vous ne serez pas là pour dire que ce sera un paradis pour vous. Parce que je n'ai pas trouvé le paradis ici. J'ai trouvé l'enfer. Et je vis toujours là-dedans.
J'aime Marseille, mais Marseille même ne s'aime pas. J'aime Marseille, mais ceux qui vivent dans Marseille n'aiment pas Marseille. Parce que pourquoi? Pour quelle raison? Ils n'aiment pas Marseille. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un bon climat. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un bel pays. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un beau pays. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un climat en or. Alors, ils vivent à Marseille, mais ils n'aiment pas Marseille. Et que moi, je vis à Marseille, mais j'aime Marseille. Eh oui, Marseille, combien de fois ils m'ont sauvé la vie? Depuis tout petit, le savon m'a sauvé la vie. Le savon m'a enlevé la maladie. Les Indiens en Martinique savent comment soigner quelqu'un avec du savon Marseille. Les Indiens, ils savent comment soigner quelqu'un, un humain, quel que soit, blanc, beurre. Tu es malade, tu as une maladie, tu as tel problème. Eh bien, les Indiens, avec le savon Marseille, ils te soignent. Et ils l'ont fait pour moi. Et depuis ce jour, j'ai décidé de vivre et mourir à Marseille. Et d'aimer Marseille. Mais il y en a, ils sont Marseillais, mais ils n'ont pas d'amour pour Marseille. Il faut que quelqu'un d'autre qui vient loin, qui connaît le savon Marseille, et qui préfère mourir dans Marseille, parce qu'il aime Marseille. Et quand personne ne sait pas que le climat à Marseille, c'est de l'or, alors ils courent derrière l'argent, qui leur bouche les yeux, et qui ne voient pas le climat de Marseille, c'est de l'or. L'or est meilleur que l'argent. Mais eux, c'est de l'argent qui leur bouche les yeux. C'est tout ce qui est du pognon qui leur coupe le visage et qui ne voient pas que Marseille, c'est de l'or. C'est pas la peine d'aller chercher de l'or dans des pays ou de braquer quelqu'un qui porte une chaîne en or. Tu l'as devant tes yeux, putain de merde. Qu'est-ce que tu vas faire du mal aux gens? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste les gens qui vivent dedans qui est dangereux. Mais Marseille n'est pas dangereux. Marseille, c'est le contraire. Marseille, c'est Marseille. Et il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas pouvoir vivre longtemps. Mais si tu l'aimes, tu vivras longtemps. Tu pourras même vivre pendant 100 ans. Si tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, va voir ailleurs. Et je l'aime bien. Mais les gens qui vivent dedans, oui. Ils déçoivent Marseille. Ils dégoûtent Marseille. Ils vexent Marseille. Parce que Marseille n'a pas besoin des morts. Ils n'ont pas besoin de la méchanceté. Marseille n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Des entreprises, fabrication, des braquages, des drogues. Non, c'est pas ça Marseille. De la manipulation, des agressivités, de la violence, le mal, quoi. Non, c'est pas ça Marseille. Pourtant, Marseille, il y a des histoires, hein. J'ai appris beaucoup de choses sur Marseille. J'ai appris que Marseille était une ville que le cauchemar l'a abusé, quoi. Il y avait une maladie, toute Marseille était contaminée aussi, pareil.
la rougeole, le short-peas, je sais pas quoi. Et tout le monde était contaminé. Marseille était devenu ça, quoi. Malgré ça, tout le monde est revenu de dire que voilà, Marseille, c'est Marseille, quoi. Marseille s'est fait manipuler, Marseille s'est fait tout. Mais Marseille est toujours resté Marseille. Alors celui qui cherchera à me faire détester Marseille, celui qui me fera humilier, celui qui me fera du mal, eh bien je veux vous dire, vous êtes un humain qui n'aime pas Marseille. Vous êtes un humain qui fait Marseille pleurer tout le temps. Vous êtes un humain qui déçoit Marseille. Mais tu vois, je suis la protection de la vie, je suis la protection des humains, je suis la protection de la terre, je suis la protection du monde. Si vraiment qu'il n'y a pas de tsunami en France, si vraiment il n'y a pas de catastrophes dangereuses en France, c'est grâce à moi que vous avez du soleil. C'est grâce à moi que vous avez un petit peu de froid. C'est grâce à moi que vous avez un peu de chaud. Et c'est grâce à moi que vous êtes protégés. Parce que toutes les catastrophes qui arrivent dans d'autres pays, dans certains pays, qu'il y a une inondation qui monte jusqu'en haut, de la tête aux pieds, ou bien des tremblements de terre, par exemple, c'est ceux qui me font du mal. Que mon pouvoir va ailleurs, leur montrer. Faire du mal n'est pas bon. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas une entreprise. Le mal, c'est le mal. Et il faut la punir. À ce moment, à Marseille, je souffre. Mais ma souffrance tient toujours que Marseille reste toujours chaud. Ma souffrance tient toujours que Marseille devient une belle pays, une belle ville. Marseille devient toujours un bon climat. C'est ça mon pouvoir. Que ce climat restera toujours un très bon climat, pas un mauvais climat. Vous faites tout parce que vous avez la haine, vous êtes en colère, vous êtes tout parce qu'on vous fabrique. Mais si vous vous laissez vous fabriquer, vous allez avoir la haine à tout le monde, vous allez avoir la haine à tous ceux qui autour de vous, qui sont tournés de vous. Parce que si vous vous laissez vous fabriquer, vous allez avoir la haine à tout le monde. Vous allez même avoir la haine à quelqu'un qui veut juste dire bonjour. Tu vas vouloir le tirer une balle dans la tête. Même quelqu'un qui va venir te dire oui, tu veux être mon ami, ou bien quelqu'un comme ça, il va te dire ça va. Tu vas l'égorger direct. Ça, c'est de la fabrication. Et c'est quelque chose qui ne va pas marcher sur moi. Et c'est pour ça que de certaines parties de racisme ou de quel que soit, ou des propriétaires corrompus, ça leur met très en colère. Parce que la fabrication, ça ne marche pas sur moi. Je suis la protection de votre vie. Je suis la protection de votre santé. Je suis la protection de la terre et le ciel et la mer. Et ça vous fait chier et ça vous met en colère. Mais vous posez beaucoup de questions. Comment tu n'es pas un bon Dieu? Tu n'es pas un Dieu. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas chrétien. Je suis juste la terre. Je suis juste le ciel. Je suis juste la mer. Je suis juste la poussière. Que toi aussi tu es la poussière. Mais tu es la poussière du péché. Tu es la poussière du mal. Tu es la poussière du diable. Moi, je suis la poussière du bien. Je suis la poussière de la vérité. La personne ne croira pas. Personne ne croit pas. Personne
tous ceux qui croient à ce bon Dieu corrompu, tous ceux qui croient à leur Dieu corrompu, il y en a qui croient à leur Jésus corrompu, ce Jésus de violeur d'enfants, ce Jésus de la fabrication de la nouvelle race. Mais je ne suis pas ça. Je suis tout simplement la nature. La nature que vous marchez dessus, la nature que vous mangez, la nature que vous vivez, la nature que vous plantez et la nature que vous voyez, la nature que vous baignez, la nature que vous douchez, la nature que vous buvez et la nature que vous vivez et la nature que vous respirez. La nature que vous allez aux toilettes, la nature que vous pissez et la nature que vous respirez, la nature que vous parlez, la nature qui vous fait respirer, qui vous donne de l'air. Je suis la nature de tous ceux qui ont des bons climats, comme Marseille, qui est un très bon climat. Et le climat de Marseille et mon climat s'entendent merveille. Et c'est pour ça que je protège ce climat, qui est le climat que vous n'avez pas accepté, que le climat que vous ne croyez pas, que le climat que vous ne respectez pas, que le climat qui vous donne tout et vous ne lui donnez pas aucun respect. C'est ce climat que je protège. C'est pour ça que la fin du monde n'a pas encore touché Marseille. C'est pour ça que la fin du monde n'a pas encore touché Marseille. Mais si moi je disparais, mais le climat de Marseille deviendra le noir, la poussière. Vous n'allez même pas pouvoir tenir. Et vous allez peut-être fermer votre fenêtre, vous allez fermer votre porte, mais vous allez toujours rester étouffé. Regarde, le corona, il y a eu des morts, mais il y a eu des vivants. Mais la plupart ceux qui sont morts, c'est ceux qui étaient dans le mal. Et la plupart ceux qui sont vivants, ceux qui étaient un petit peu dans le bien, mais ils ne respectent pas le climat de Marseille. Et je suis toujours là. Le propriétaire qui me donne un appartement pourri, qui me met ma vie en danger, mais il va être puni aussi, lui. Il va être puni, mais je ne veux pas lui ôter la vie, mais il va souffrir. Et il va comprendre qui je suis. Même ce monsieur qui m'a fait entrer en prison gratuitement parce que j'ai refusé de l'embrasser sur la bouche, je vous fais savoir, il est en train de souffrir. Mais il ne sait pas qui le fait souffrir. Je suis juste un climat. Je suis juste un humain comme vous. Cette famille qui m'a mis au monde, qui m'a fait du mal, c'est comme beaucoup d'autres qui mettent des enfants au monde, mais ils ne comprennent pas que l'enfant, il comprend. Il y en a des fois qui font du mal à leurs enfants. Ils mettent un enfant au monde juste pour un objet, juste pour être un objet. Mais un enfant, il y a toujours un pouvoir quelque part dans l'enfant que vous mettez au monde, que vous ne savez pas et vous ne le connaissez pas. Et ce pouvoir, il est dans l'enfant et il protège l'enfant jusqu'à sa mort. Et tant que l'enfant il est né tel endroit il est mal reçu, cet endroit-là va être puni. Mais s'il se trouve dans d'autres endroits, mais cet endroit sera protégé, quel que soit. Même celui qui lui ferait mal par là ou de l'autre côté, il sera puni. Mais il n'y aura pas la mort. Il y aura peut-être la mort, mais la mort de ceux qui a trop péché, de ceux la mort qui a trop fait du mal, de ceux la mort qui a trop fait de la souffrance, de ceux la mort qui a trop fait,
qui a confondu le bien, non, qui a confondu, oui, qui a confondu le mal en croyant que c'était le bien qu'il faisait. C'était l'inverse. Il a confondu le mal en croyant que c'était le bien qu'il faisait et que c'était le mal qu'il faisait. Et voilà. Est-ce qu'il y a un juge? Si vous prenez une bouteille, vous le remplissez de l'eau, et cette bouteille d'eau, vous avez toujours envie de le boire. Vous allez le boire un coup sec, vous allez le boire avec un verre, et puis chaque fois que vous allez boire ce verre d'eau, eh bien c'est chaque fois que vous donnez la vie à cette bouteille. Mais jusqu'à un jour que vous finissez de la bouteille, que la bouteille n'a plus d'eau, vous allez encore rajouter de l'eau. Vous vous souvenez, quand vous avez fini de boire la bouteille d'eau, vous allez le jeter. En le jetant, vous lui ôtez la vie. En le mettant la bouteille dans la poubelle, il n'a plus de vie. Il y en a qui vont le récupérer pour essayer de lui donner de la vie. Et maintenant, il y a des nouvelles fabrications. Maintenant, vous gardez une bouteille vivant, quoi. J'ai vécu dans la mort. Mais je n'ai pas vu aucun paradis. J'ai vécu dans plusieurs morts. Je n'ai pas vu aucun paradis. J'étais presque à la mort pendant 3 mois. Dans le coma, 3 mois. Ils ont réussi à me réveiller. Il était 5 heures du matin. Je n'ai pas vu le paradis. Alors tous ceux qui se bagarrent pour le paradis ou qui font du mal pour aller au paradis, qui fait du mal pour le paradis, ou tous ceux qui font du mal aux gens, c'est une perte de temps de faire du mal inutile pour aller plus vite au paradis. Parce qu'il n'y en a pas. C'est comme la bouteille. Vous le remplissez de l'eau, vous lui donnez la vie. Mais vous le jetez vide. Il n'a plus de vie. C'est ça, le néant. Alors moi, je trouve que c'est une perte de temps, faire du mal. Je trouve que c'est une perte de temps d'être raciste. Moi, je trouve que c'est une perte de temps d'être le pouvoir de la méchanceté. Moi, je trouve que c'est une perte de temps de faire des engagements de la compétition du péché. Parce que nous sommes en plein temps. Tu choisis qu'il faut aimer, qu'il ne faut pas aimer. Tu choisis qui est ton fils et qui n'est pas ton fils. Tu choisis qui est préféré et qui n'est pas préférable. Tu choisis qui tu dois loger, qui tu ne dois pas loger. Tu choisis qui doit vivre dans un bac à cochons et qui doit vivre dans une boîte de carton. Tu choisis qui doit vivre dans une maison solide ou qui doit vivre dans une maison dangereuse. Je ne veux pas laisser la vie de Marseille s'enterrer avec la mer, ou s'enterrer avec un tremblement de terre, ou s'enterrer avec que le feu à cause de votre péché. Non, je veux continuer à protéger Marseille. Et je veux continuer à aimer Marseille. Et je veux continuer. C'est pas à cause de votre caprice du péché que je dois me laisser me suicider pour laisser tout votre péché punir à cause de votre caprice
de méchanceté, à cause de votre compétition du péché, à cause de tout votre malheur, que je dois laisser Marseille enterré avec la mer, enterré carrément avec l'eau, à cause de votre péché. À cause de votre péché, vous voulez que j'enterre avec un trait blanc en terre. Non, je continuerai à vivre à Marseille. Et je continuerai à aimer Marseille. Et je continuerai toujours. Mais votre péché sera à part. Et vous allez souffrir à part. Mais vous allez souffrir, ce n'est pas moi, mais à votre façon de faire du mal, que vous allez punir. Et vous allez être puni. Comme je vous ai dit, je ne suis pas chrétien. Je refuse d'être chrétien. Je refuse d'être religieux. Je refuse d'être catholique. Mais je suis quelque chose. Qu'il n'y aura aucun malheur qui arrivera ici, à Marseille, tant que je suis vivant. Tant que je suis là. Là où je passe, là où les gens sont protégés. Là où je suis, là où les gens sont protégés. Celui qui me serre la main, il sera protégé. Celui qui me dit bonjour, il sera protégé. Celui qui me connaît, il sera protégé. Celui qui me parle, il sera protégé. Celui qui me nourrit sera protégé. Et même celui qui me protège sera protégé. Mais celui qui ne me protège pas, ou celui qui me protège par hypocrite ou par la pitié et qui me rejette à la poubelle, eh bien, bientôt il prendra ma place. Et il va retourner dans la poubelle. Et il va voir qu'est-ce que c'est, la poubelle. Et il va voir que ce n'est pas un bon logement. Mais celui qui me loge bien et qui me protège bien sera tous protégés. Ils seront tous protégés. Je ne suis pas ni un Dieu ni un miracle. Je suis quelqu'un comme vous, qui a des doigts comme vous. Parce que depuis un Dieu pose un enfant sur terre, cet enfant a ses doigts. Le Dieu lui donne ses doigts, comme tout Dieu donne des doigts. Et pourquoi un humain refusera de me donner mes doigts? Et que tout humain a ses doigts. Nous avons notre droit d'exister, nous avons notre droit de vivre, nous avons notre droit de survivre. Nous avons notre droit de revivre. Nous avons tous nos droits, comme pour tous les droits de l'homme, droit au logement, droit devant, droit derrière, droit je ne sais pas où, droit de femme, droit avortement, droit ne pas avortement. En vérité, je protège seulement là où vous marchez. Je protège là où vous vous baignez. Je protège là où vous dormez. Je protège là où vous vous réveillez. Je protège là où vous allez au travail. C'est tout ce que je sais faire. Mais le mal que vous faites, ça, je ne peux pas les protéger. Je protège que le bien que vous faites. Mais je ne protège pas le mal que vous faites. Alors si quelque chose vous arrive,
ce n'est pas moi. Je protège que le bien que vous faites. Et le bien que vous faites, c'est ça que je protège. Mais je ne peux pas protéger le mal que vous faites. Je ne peux pas protéger le mal que vous faites. Je peux que protéger le bien que vous faites. Bon, c'est Patrick Le Breton. Un petit Gilbert derrière. 06 48 80 54 34. Mais je veux rester juste toujours. Aidez-moi. Et je vous aide. Merci. Aidez-moi et je vous aide.